La solution viendra peut-être du centre. Bonsoir Hervé Morin, président des centristes de la région Normandie, ancien ministre de la Défense. Et même extrême centriste. Extrême centriste. D'où viendra la solution? Non, on parlera tout à l'heure de la lettre que vous avez écrite et faite publier avec Jean-François Copé. Qui est un grand centriste, comme vous le savez. Qui est un grand centriste. mais non, c'est très intéressant. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant des positions qui ne sont pas exactement les mêmes sur un certain nombre de sujets, on a réussi à l'écrire tous les deux. C'est déjà très important. Ça prouve qu'on... Les Verts, tentative également de jouer l'apaisement depuis Bruxelles. Marie Toussaint. Une responsabilité de trouver des solutions. Après, voilà, moi je suis parlementaire européenne, je sais que construire des coalitions, ça prend du temps. On a toujours envie que ça arrive vite, parce qu'évidemment, ça pose un grand nombre de problèmes quand il n'y a pas de gouvernement. Mais je préfère qu'il y ait un gouvernement qui fonctionne, quitte à ce qu'on perde encore quelques jours, plutôt qu'on décide aujourd'hui d'un gouvernement qui sera voué à l'échec dans les 48 heures. Bon voilà, on reviendra tout à l'heure évidemment sur la politique, mais c'est vrai que Bruxelles, l'Assemblée, à Bruxelles, c'est pas tout à fait l'Assemblée nationale. Hein. C'est pas vraiment là, il y a une culture de la coalition et des compromis. Oui, mais encore une fois, c'est fait pour. Ouais. C'est fait pour. Mais en revanche, il y a quelque chose d'extrêmement important et qui va compter dans la construction de ce gouvernement, c'est la mise en œuvre de la procédure de déficit excessif par Bruxelles. Ça, c'est pas... On n'est plus dans la suspicion maintenant. C'est une vraie question. La France va avoir 2 mois pour y répondre. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement soit en mesure de pouvoir présenter 30 à 35 milliards d'économies. Et donc ça, c'est un point qui va bâtir l'architecture gouvernementale. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que vous puissiez présenter un gouvernement qui dise à Bruxelles fin septembre, parce que là, quand on rentre dans la procédure de déficit excessif, les comptes sont sur la table et c'est pas simplement un gouvernement qui fait 2-3 annonces. Il dit, voilà, là je vais pouvoir faire tant de milliards d'économies, etc., etc. Et donc on a là un sujet qui est un sujet de la construction gouvernementale. C'est le hasard de votre propos sur Bruxelles qui m'amène à en parler, mais c'est loin d'être une affaire négligeable. Combien on va avoir de... La dette est abyssale, elle a été annoncée hier par le président. 3100 maintenant. 3100 Mais oui. 3600 jusqu'en 2027, si on continue sur la même trajectoire. Et la procédure de suspension aura bien sûr une autre conséquence, c'est comment les marchés vont réagir, comment vont réagir ceux qui nous prêtent de l'argent, et quels sont les risques sur ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire la différence de taux d'intérêt entre la France et les autres pays. Je vous fais écouter M. Moscovici hier, parce qu'il a dit que les intérêts vont exploser, les intérêts de la dette vont dépasser certains budgets de l'État, notamment celui de l'enseignement. Écoutez. Le déficit public devait se résorber en 2023. Au contraire, il s'est établi à 5,5 points de PIB, soit 154 milliards d'euros. Il est de 0,6 points au-dessus des prévisions gouvernementales et il est surtout dégradé de 0,7 points par rapport à 2022, alors que le contexte 2023 était bien meilleur. La dette est élevée. Elle est déjà à 3100 milliards. Elle sera à 3600 milliards d'euros d'après les chiffres du programme de stabilité en 2027. Plus la charge de la dette, c'est-à-dire le remboursement annuel, est élevé. Il sera de 83 milliards d'euros en 2027. 83 milliards d'euros, ça veut dire que pour la première fois dans notre histoire, ça n'est jamais arrivé. La charge de la dette serait le premier budget de l'État, devant l'éducation nationale. Malgré une conjoncture favorable. C'est ça, malgré une conjoncture favorable. Et en fait, peut-être que la clé de la crise qu'on vit en ce moment, de la dissolution, etc., et de l'absence de gouvernement, elle est là. C'est-à-dire, qui a envie de gouverner un pays où, de toute manière, on aura obligation d'une politique d'austérité? Obligation. Avec bien entendu la gueule de bois de tous ceux à qui on a raconté qu'on allait rendre toute une série de choses gratuites, d'autres ont repassé la retraite à 60 ans, etc., etc. Donc en plus on a un contexte où on a dégouliné de démagogie durant cette campagne en ne posant jamais, j'ai eu l'occasion déjà de le dire sur ce plateau, jamais la vraie question. La question du pouvoir d'achat, c'est la capacité de produire, la capacité de créer de la richesse. C'est pas autre chose. Et jamais, dans aucun programme, n'a été abordée la question de la production, de la productivité, de la compétitivité du pays. C'est ça qui est en plus assez ahurissant. Je ne peux que souscrire à cette analyse.
Nous, justement, on avait alerté sur ce sujet-là, effectivement, lors des élections législatives. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait vivre un scénario à la Alexis Tsipras en 2015. C'est-à-dire qu'en fait, en janvier 2015, Alexis Tsipras, donc l'ancien Premier ministre grec, est arrivé au pouvoir, justement, avec un programme, comme vous l'avez dit, démagogique et mensonger, justement, parce que la politique d'austérité imposée par l'Union européenne et par la zone euro pour que la Grèce puisse rester dans la zone euro était rejetée par les Grecs à cette époque-là. Ce que dit Alexis Tsipras, c'est qu'en gros, il allait tout renégocier avec l'Union européenne, que toutes les procédures qui étaient en cours allaient pouvoir être renégociées. Or, qu'est-ce qui s'est passé quand Alexis Tsipras, donc qui était soutenu quand même par Jean-Luc Mélenchon en France, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a soutenu ce type de projet. Alexis Tsipras a tenu 6 mois face à l'Union européenne et du coup la Grèce a été mise sous tutelle par la Banque centrale européenne jusqu'en 2018. Et le commissaire européen et les dégâts sociaux gigantesques. Et le commissaire européen à l'économie a dit attention, on est sous surveillance. C'est le problème de la magie. À un moment, il y a la réalité qui refait surface. Et l'argent magique, dire qu'on va raser gratis, qu'on va augmenter le SMIC, ce que disait Hervé Morin tout à l'heure, qu'on va revenir à la retraite à 60 ans, c'est encore des dizaines de milliards de plus de déficit. C'est impossible. Alors, certes, on peut toujours faire l'effort à bras et dire j'irai négocier à Bruxelles, j'irai reprendre l'argent qu'on nous a pris, mais ça ne marche pas. On sait très bien que ça ne marche pas. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant pour la suite de 100% politique. On a énormément de sujets à voir également avec Hervé Morin. On va même parler des LR. Vous vous rendez compte ? À tout de suite. La suite de 100% politique, Hervé Morin nous a rejoint, Albert Zenou et Mathieu Hauck sont là pour commenter l'actualité. On va revenir d'abord sur le gouvernement Attal, l'ex-gouvernement Attal, mais M. Attal reste aux affaires courantes. On va l'écouter il y a quelques minutes sur TF1. Jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit nommé, je suis à ma tâche pour assurer les affaires courantes. 2 postes, ça veut dire 2 rémunérations ? Non, évidemment non. Je serai rémunéré par le Parlement comme député. Combien de temps ça va durer ? Ça, c'est le président de la République qui nommera, le moment venu, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Il l'a indiqué dans le communiqué de presse. Il souhaite que les forces politiques puissent travailler. Il nous a dit ce matin que ça pourrait durer quelques semaines. On a déjà eu par le passé des situations où ça a duré plusieurs jours. Passer plus lointain, plusieurs semaines, c'est déjà arrivé. Voilà, donc c'est intéressant la question qui est posée sur la rémunération, je trouve, immédiatement. Alors, vous allez toucher de l'argent, quelle va être la somme que vous allez avoir ? C'est étonnant, hein ? Oui. Parce il y a une vraie discussion chez les constitutionnalistes, c'est sur la séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. Comment on peut être à la fois Premier ministre, donc siéger au banc des ministres, et en même temps président d'un groupe ou député. C'est la même chose pour les 16 autres ministres qui ont été élus. Et donc, à un moment, pas le même statut que les autres dans les travées et puis rejoindre le banc des ministres. Les questions au gouvernement. Il ne va pas y avoir de questions au gouvernement. Il n'y a pas de questions au gouvernement. Non, rien. Et le gouvernement est privé de parole politique. Mais il y a quand même... M. Attal ne peut pas poser une question à M. Attal. Il y a quand même une vraie question de séparation des pouvoirs. Alors, ça ne veut pas dire que c'est anticonstitutionnel, hein, mais la question n'avait jamais été posée et on n'avait jamais imaginé. C'est jamais reposé, mais il y a. Elle n'aurait pas dû se poser, peut-être. C'est ça. Bon, comment vont se passer ces prochaines semaines, à votre avis ? Parce que là, on a compris que c'était jusqu'à fin août, début septembre, ce gouvernement Attal qui va durer et qui va, en réalité, moi on le disais tout à l'heure, irriter fortement. Sa présence va irriter à gauche très fortement. Moi, honnêtement, je suis absolument favorable à ce gouvernement qui va gérer les affaires courantes durant toute la période des Jeux Olympiques. Je trouve que ce serait absolument déraisonnable de rentrer dans une espèce de chamboule-tout gouvernemental alors qu'on a créé quand même le monde entier pour les Jeux Olympiques dans quelques jours. Donc, je trouve que c'est la moins mauvaise des solutions dès lors qu'on n'est pas capable de former un gouvernement rapidement. Après, faut-il encore être capable de former un gouvernement qui puisse passer l'épreuve du feu, c'est-à-dire la déclaration de politique générale, la confiance du Parlement, et surtout, comme je disais tout à l'heure, la question de la présentation du budget avec l'impératif de la France de commencer à réduire ses déficits comme l'exige Bruxelles, puisque nous sommes rentrés dans une procédure désormais. Ce n'est pas une suspicion, c'est une procédure. Et donc,
très clairement, il faut d'abord, c'est ce que nous on a réclamé avec Jean-François Copé, c'est-à-dire faire en sorte que tous ceux qui comptent à droite et au centre droit se retrouvent autour de la table et écrivent non pas un projet politique, parce qu'on s'entende bien, c'est un gouvernement qui est là entre 12 et 18 mois. Et donc qu'on ait globalement l'idée de ce qu'on pourrait faire raisonnablement. On sait qu'on ne va pas faire des réformes de rupture, on sait qu'on ne va pas être dans une période où on va bouleverser toute une série de champs de l'action publique, mais au moins qu'il y ait une espèce de consensus sur ce qui pourrait marcher. Voilà. Et après, il faut trouver une femme ou un homme pour incarner ça. Et c'est ce qu'on se disait durant la pause, c'est que franchement, si c'est pas un politique, ça peut pas marcher. Hein. Quand je voyais les propositions qui ont été faites, je disais, mais qu'on arrête de nous sortir des gens de la société civile dont on nous explique qu'ils font mieux de la politique que ceux dont c'est plus ou moins le métier. Enfin, moi, je pense que là, il faut des fins politiciens pour être Huguette Bello, c'était une femme politique. Oui, enfin, d'accord. Mais Huguette Bello, elle est elle est fille, et 2, c'est 193 parlementaires. Voilà. Ça en fait pas suffisamment. Bon. Et donc, on a besoin d'un schéma dans lequel on bâtit, quelque sorte, ce que pourrait représenter l'action du gouvernement pendant 15 mois, et après, qu'on s'interroge qui est capable de porter ça. Non, vous parliez de Laurence Toubiana, et évidemment, qui a un profil un peu politique, non, mais pas suffisamment. Oui, c'est ça. Mais attendez, moi j'ai le souvenir quand j'étais très jeune d'un garde des Sceaux qui s'appelait Arpaillange, Pierre Arpaillange. Il était premier président de la Cour de casse. On nous avait dit, la presse avait dit, formidable, on homme, un garde des Sceaux. C'était le pire garde des Sceaux qu'on a eu. Parce que la violence de l'Assemblée nationale, le jeu politique, c'est un apprentissage. À part quand on a énormément de talent, mais c'est quand même un apprentissage. Éric Dupond-Moretti, par exemple, a réussi. Il a eu du mal au début. Il a eu du mal au début. Il a eu du mal au début. Là, quand on est Premier ministre, il faut être performant tout de suite, dès le premier jour. La constitution du gouvernement, assurer pas seulement les affaires courantes, pour le coup, quand on est Premier ministre. Quelqu'un qui soit capable un peu d'arranger les bidons, comme on dit, de faire en sorte qu'on puisse trouver des accords, qu'on puisse prendre le temps, créer les conditions. Cette personnalité existe ? Mais je disais que, dans la voiture, je me disais qu'il y avait quand même quelqu'un qui représentait un peu ça. Attention, un nom va sortir. Téléspectateurs, attention. Jean-Louis Borloo, je vais vous dire, je pense qu'il a quand même été celui qui a été capable de voter le Grenelle de l'environnement à l'unanimité. À l'Assemblée nationale, c'est le centriste qui parle. Non, mais écoutez... si ça avait été un vrai centriste... Quand il a été au gouvernement, tout le monde a toujours considéré qu'il avait fait preuve d'imagination, d'inventivité, de mettre autour de la table... Le Grenelle de l'environnement, c'était tout le monde de l'environnement qui était là, et ils ont fini par, en quelque sorte, toper quelque chose qui est devenu... la référence en matière de développement durable, il y a maintenant une quinzaine d'années. Si vous aviez été un vrai centriste, le seul nom qui devait sortir, c'était celui de François Bayrou, évidemment. Bon, il y a une chose intéressante, c'est la position des LR de Laurent Wauquiez qui propose de travailler avec tout le monde sans vouloir être Premier ministre. Alors, c'est étonnant, son fameux pacte législatif avec quelques points précis à mettre en place. D'ici 100 jours, vous allez regarder ce sujet d'Aminata Dem. Un pacte pour débloquer la France dans les 100 prochains jours. Laurent Wauquiez, président de la droite républicaine à l'Assemblée, ne veut plus perdre de temps. Lui et les députés de son camp ont mis en place un pacte législatif visant à répondre aux urgences du pays. Il dévoile alors ses objectifs 5 jours seulement après avoir pris la tête de son groupe et dit assumer ses responsabilités pour ne pas laisser, dit-il, le pouvoir à la France insoumise. Parmi les axes prioritaires évoqués dans le pacte, la revalorisation du travail en augmentant les salaires et en limitant les dérives de l'assistanat, la restauration de l'autorité avec l'instauration de peines minimales ou encore la suspension des aides sociales pour les délinquants et les parents de délinquants mineurs, mais aussi le contrôle de l'immigration et le retour du sérieux budgétaire. On ne cautionnera pas un gouvernement qui continue dans le quoi qu'il en coûte et le laxisme budgétaire. Et l'on ne cautionnera pas un gouvernement qui achètera la restauration des finances publiques par l'augmentation des impôts. Il faut sortir de cette spirale.
Ce pacte législatif de la droite républicaine doit encore être discuté par ses députés ce mercredi et par les sénateurs LR ce jeudi. Bon, est-ce que ça peut marcher, cette proposition des LR, qui semblent être les sages, et d'abord, qui, me semble-t-il, ont enfin une stratégie? Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas eu une stratégie claire. Ce qui est la force qu'ont les LR, c'est qu'en fait, quand vous regardez les seconds tours aux législatifs qui ont été passés, c'est que 90% des républicains, ou un peu plus même, je crois, l'ont emporté. C'est-à-dire qu'il y a le groupe est au même niveau qu'il ne l'était en 2020, enfin qu'il ne l'était à la suite des élections législatives en 2022. Donc ça, c'est quand même un point qui est positif, dans la mesure où en plus le socle, on va dire, électoral des Républicains s'est considérablement affaibli entre ce qu'il était sous Nicolas Sarkozy, 33%, jusqu'à Valérie Pécresse, un peu moins de 5%. Donc ça, c'est un point qui est positif. Et puis ensuite, après, l'objectif, c'est justement de pouvoir attirer des électeurs qui viennent d'horizons divers, puisque comme le parti était devenu un peu plus, avec beaucoup moins d'électeurs, et donc de fait parler à certaines catégories sociales, notamment les retraités, il y avait le discours était moins universel, on va dire, en termes de projets politiques. Là, aujourd'hui, avec une refondation politique, vous êtes en capacité, éventuellement, du côté des Républicains, de pouvoir à la fois parler aux électeurs de Marine Le Pen et à la fois parler aux électeurs d'Emmanuel Macron. Même M. Darmanin dit que c'est intéressant, qu'il faut regarder du côté de ce que disent les LR. On sent que chez Emmanuel Macron, c'est un peu la solution qui privilégie. Une alliance entre le bloc central, ou ce qu'il en reste, et le bloc de droite, ou ce qu'il en reste. Et ensemble, ça pèse plus que le NFP. Donc il y a cette solution-là qui est sans doute la plus viable. On se dirige vraisemblablement, même si le gouvernement ne sera connu que à la fin de l'été, vers une solution d'un gouvernement minoritaire. Donc il faut trouver un gouvernement le moins minoritaire possible et essayer de neutraliser les oppositions pour s'assurer qu'il n'y ait pas de censure automatique dès l'annonce du gouvernement. Les oppositions, soyons précis, celle de... Le RN. Voilà. Si c'est une alliance centre et droite. Et que va dire LFI face à un gouvernement comme celui-là? Puisqu'il n'y a pas de gagnant et pas de perdant dans cette affaire, où il n'y a que des perdants. Mais ce qui est sûr, c'est que cette discussion-là doit bien sûr avoir lieu avec les deux groupes parlementaires, Assemblée nationale et Sénat, mais aussi avec les figures qui ne sont pas forcément au Parlement, mais qui ont leurs amis, qui ont leur formation politique. Je pense à Xavier Bertrand, je pense à David Lisnard, je pense à Jean-François Copé avec qui j'ai fait la tribune, des personnes qui comptent dans le champ de la droite et du centre et qui doivent être associées à la construction du projet. Mais très clairement, je préfère la position de Laurent Wauquiez d'aujourd'hui à celle d'il y a 4 jours ou 5 jours, où il disait au début « non, il n'y a rien à voir, nous on est dans l'opposition globale et terminale ». Après, il est passé au pacte législatif et puis maintenant à bâtir des propositions. Clairement, moi, ce que j'entendais, j'ai fait vendredi matin, le hasard de la vie, l'Assemblée générale du patronat en Normandie. Les chefs d'entreprise sont dans un état d'inquiétude complet. Et les chefs d'entreprise, aujourd'hui, ce qui va se passer, et moi je le vois, sur toute une série de décisions d'investissement, on prend du temps. Et donc le risque, c'est que si on ne prend pas nos responsabilités, on aggrave la crise que risque de connaître la France compte tenu des enjeux, compte tenu de la situation politique. Une question d'actualité avant de marquer une pause. Le cordon sanitaire à l'Assemblée nationale, empêcher le RN d'avoir accédé à certains postes qui sont normalement l'usage. Quel est votre sentiment là-dessus? C'est anti-républicain? Pardon, mais je ne comprends pas. Je ne peux pas être suspecté d'avoir une amitié à l'égard du Rassemblement national, comme je n'en ai pas plus pour LFI, mais je ne comprends pas. Surtout pour des formations politiques qui, la plupart du temps, défendent l'idée d'un scrutin à la proportionnelle. Donc à la présence de toutes ces formations politiques à l'Assemblée. Alors on me dit oui, mais c'est pas la même chose. Mais il n'empêche, je veux dire, les députés LFI comme les députés RN, ils ont été élus par des Français. Donc ils représentent la nation, ils doivent donc être proportionnellement intégrés dans l'ensemble des institutions de l'Assemblée nationale. Et je rappelle d'ailleurs, parce que j'avais un vague souvenir de cela, donc j'ai vérifié ça, qu'on avait des vice-présidents RN à l'Assemblée nationale qui ont été élus dans le cadre d'un accord sur lequel la gauche a laissé faire. Donc
franchement, ils sont là, quoi. Voilà. Allez, on revient dans un instant. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien chef du RAID, nous rejoindra également. Restez bien avec nous. La suite de 100% politique, c'est dans quelques minutes. La suite de 100% politique, je salue Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID et désormais extrême centriste, dit-on. Bonjour Olivier, oui, c'est ce que dit l'ARCOM. Bon, donc votre temps de parole est décompté dans l'extrême centre. Vous savez que c'est une notion un peu particulière, l'extrême centre. Hein. On ne sait pas bien ce que c'est, mais c'est au centre. Bon, eux disent diversante quand même. Bon, diversante. Ouais. Maureen Vidal, 22h, bonsoir, le rappel des titres. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, les eurodéputés ont fait leur rentrée au Parlement ce matin à Strasbourg. Ils étaient 120 à siéger, dont 81 français, et ce pour un mandat de 5 ans. Le Rassemblement national est le parti le plus représenté, avec 30 élus parmi lesquels figure Jordan Bardella. La conservatrice maltaise Roberta Metsola a été réélue présidente du Parlement. Un surveillant pénitentiaire agressé par un détenu à Laon. L'individu condamné à perpétuité pour son implication dans les attentats de 2015 a blessé légèrement le surveillant avec un tesson de bouteille au moment de l'ouverture de la cellule. Il s'agit d'Ali Rizat Polat, impliqué dans les attentats de Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Une enquête a été ouverte, saisie par le parquet national antiterroriste. Melvin Jaminet, visé par une enquête pour menace de mort à raison de l'origine, annonce faite par le parquet de Paris. Le rugbyman avait tenu des propos jugés racistes dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. « Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque », avait déclaré l'international français avant de s'excuser pour ses propos qu'il a qualifiés d'honteux. Merci Maureen, à tout à l'heure. Parce que vous êtes là et qu'on va parler de violence, juste un mot de la brutalisation de la vie politique. Il paraît qu'il fallait qu'on arrête la brutalisation de la vie politique. Je ne sais pas si vous avez vu ce message de Sophia Chikirou de LFI. Le hollandisme, c'est comme les punaises de lit. Tu as employé les grands moyens pour t'en débarrasser, tu y as cru quelque temps et tu as repris une vie saine, mais à gauche, hein, mais en quelques semaines, ça gratte à nouveau, ça sort de partout. Il va falloir recommencer. Le hollandisme, c'est comme les punaises de lit. Vous savez ce que ça m'a rappelé du Charles Maurras. Il parlait de la vermine. Et là, c'était en plus la vermine des Juifs qui ramènent des poux, etc. La peste, le typhus, etc. C'est ça la fin de la brutalisation. Et c'est au sein du nouveau Front populaire. C'est ça qu'il faut remarquer. Donc, on ne voit pas comment les LFI peuvent tenir longtemps avec le PS et les Verts. Vraiment. C'est tellement aux antipodes de ce que je crois la vertu du débat démocratique. Quoi. Enfin, l'insulte. La gauche contre la gauche. Hein. L'extrême gauche contre la gauche canal hollandais. D'ailleurs, c'est en utilisant de telles formules, on peut aller jusqu'au bout. Quoi. Quand on commence à transformer ça avec en utilisant les punaises, on peut aller jusqu'à des propos qui seraient absolument insupportables et totalement calomnieux. Et insultant s'il s'agissait d'évoquer la personne. Donc on utilise Moi je vous dis, ça me fait penser à du Maurras. C'est écrit, c'est-à-dire que c'est pensé, elle a relu, elle l'a posté. C'est pas quelque chose qui sort. Le matin, quoi. Ouais. Il y a toute une génération d'élus de gauche et d'extrême gauche surtout qui justement méprisent la démocratie, qui sont tous ces gens qui ont la trentaine ou la quarantaine, on va dire, qui sont issus de la France insoumise, qui ont vécu justement leur vingtaine lors des années de François Hollande, les Mano Aubry, Clémence Guettet, et qui se comportent véritablement comme des pourfendeurs de ce que représente François Hollande, Manuel Valls, etc. Et il y a une véritable... ce sont eux qui ont réactivé cette fameuse thèse qui existe depuis les années 1920 notamment. C'est la thèse de gauche réconciliable. C'est le social traître. Mais ça ressemble au fascisme. Hein. Ça ressemble au fascisme. Bien sûr, bien évidemment. Moi, je suis de ceux qui pensent que ceux qui donnent des gages de respect, en particulier sur des fonctions, des anciennes fonctions, ministres, président de la République, etc., c'est les gens qui travaillent en particulier sous les uniformes. Ceux qui respectent les gens qui travaillent sous les uniformes, ce sont ceux-là, en réalité, la vraie France, et c'est ceux-là qui peuvent sortir la France de l'ornière d'une manière générale. Mais toute personne qui était ensemble pour faire... campagne. Mais ils sont ensemble, a priori ils sont ensemble. Ouais. Ils pourraient siéger les uns à côté des autres. C'est punaise de lit, tu te rends compte? Il y a un côté stalinien dans ces dénonciations.
de rabaisser l'autre et de le ramener au statut d'insecte. Et c'est ce qu'ont fait beaucoup les staliniens dans l'Union soviétique ou dans les pays satellites. C'était comme ça. Ils faisaient disparaître des photos officielles, les officiers dont on voulait se séparer, qu'ils la prenaient en les faisant de botin. Ce sont des rapports très pénibles. Moi, j'ai vécu des rapports. Les LF n'étaient pas très nombreux, ils étaient 17 ou 18, mais ils bordélisaient effectivement tout. Ils ne respectaient pas l'hémicycle dans lequel ils étaient, ne respectaient pas les autres, qui que ce soit d'ailleurs, peu importe. D'ailleurs, leur définition, c'est ça, c'est aucun respect pour personne. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'à l'intérieur même de leur pseudo-camp, qui fait d'un mariage de la carpe et du lapin, ils aient assez rapidement ce type de choses. On va revenir, si vous voulez, sur l'attaque au couteau à 10 jours des Jeux au Gare de l'Est, hier soir, contre un militaire qui a été blessé. Vous le savez, on a suivi ça en direct. Une chance extraordinaire, ce jeune militaire de la Force Sentinelle, puisque le couteau est passé entre les deux omoplates. L'auteur, 40 ans, originaire de la République démocratique du Congo, naturalisé français en 2006. Il avait déjà tué. Il est l'auteur d'un meurtre dans le métro à Châtelet en 2016. 8 ans après, il est dehors. 8 ans après, il essaye à nouveau d'assassiner. Alors on nous a dit qu'il avait été interné en psychiatrie, etc. Mais imaginez aujourd'hui ce que pense la mère du jeune homme de 22 ans qui a été tué en 2016 dans le métro à Châtelet. Cet homme n'a pas été jugé et continue à vouloir tuer. Et elle était interrogée tout à l'heure sur RTL. Je voulais qu'on commence cette séquence par écouter son témoignage. Pour moi, c'est pas normal que ça se reproduise. J'avais même pas pensé, imaginer, entendre ce genre de choses. Il est jugé irresponsable et qu'aujourd'hui, la même histoire se répète. Et là, jusqu'à maintenant, je n'en reviens pas. Je me dis non, je suis en train de rêver. Ça fait 6 ans que j'essaie de me remettre, de faire le deuil de mon fils. Là, je suis perdue. Il y a un problème. Pourquoi cette personne est en liberté aujourd'hui? Pourquoi? Quelqu'un comme ça, on ne le remet pas dans la nature. Là, c'est incompréhensible en réalité. Incompréhensible, Michel Fauvergue. Les histoires de psychiatrie, très bien, de problèmes de discernement, sans doute, mais... Non, mais la psychiatrie et la non-responsabilité n'empêchent pas l'enfermement psychiatrique en l'occurrence. Là, il s'agit d'un meurtre. Il a fait un meurtre et il repart sur une tentative de meurtre sur un militaire. Alors, 6 ans après, oui, et on a un gros problème, et soyons clairs, et on a un gros problème, et c'est encore d'ailleurs pour ça qu'on a des extrêmes qui montent, et en particulier le Rassemblement national. On a un gros problème en termes de justice dans notre pays. La justice est hors sol, et on a un problème au niveau de la psychiatrie. Si vous me permettez, je cite les experts psychiatriques qui, dans une décision de 2020, ont pointé sa dangerosité psychiatrique et que ces troubles mentaux étaient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public. C'est écrit noir sur blanc dans la décision de 2020 qui ordonnait une hospitalisation complète et psychiatrique. Et malgré ça, il se retrouve dehors. Parce qu'une fois que les médecins ont pris le relais, d'abord ils n'ont pas à rendre des comptes à la justice. Terminé. C'est eux qui décident. Et les experts, ça peut être contredit par d'autres experts. Enfin, qui contrôle les experts? Faut-il contrôler les experts? Écoutez, non, dans ce drame-là, il y a au moins une certitude, c'est qu'il aurait dû continuer, soit il était jugé responsable et donc dans ce cas-là en prison, soit si à la suite de l'expertise médicale, il doit être enfermé, tout du moins il doit être placé dans un hôpital psychiatrique. C'est au moins la moindre des choses. La question, c'est que ce genre de cas, personne n'en veut, quoi. C'est ça le sujet, quoi. Mais on dit irresponsable pénalement en raison d'une abolition du discernement. En fait, il n'a jamais été jugé. Jamais été jugé. Bon, donc c'est le code pénal. Hein, donc, oui. Mais c'est ce qui rend difficilement compréhensible chez les Français le système pénal et que la réponse pénale ne soit pas à la hauteur de certains enjeux. Alors, c'est vrai que dans beaucoup de cas, ça se passe bien et que même les gens qui sont jugés irresponsables ne recommettent pas forcément des crimes ou des délits. Mais de temps en temps, ça arrive et c'est regrettable. Et là, en plus, les psychiatres avaient dit qu'il était dangereux. Ce serait...
Je pense qu'il faut reprendre le problème de la base. En fait, en réalité, là, on est en train de parler du code pénal, de ci, de là, que ces gens-là ne récidivent pas, ce dont je ne suis pas du tout sûr d'ailleurs. Il faut reprendre le problème à la base. Le problème à la base, c'est de dire, mais attendez, veut-on protéger les Français, oui ou non? Comment se fait-il qu'une personne qui a tué une autre personne il y a tellement peu de temps, soit dans la rue et poignarde une autre personne. Et à ce moment-là, il faut trouver les solutions. Tout à l'heure, je vous écoutais, vous parliez d'un gouvernement qui est capable de trouver des solutions aujourd'hui rapides à un certain nombre de problèmes. Eh bien, il faut trouver des solutions à ces problèmes-là. Et c'est ce que veulent maintenant les Français. Ils l'ont clairement dit en affichant leur vote. Donc, il faut les trouver, ces solutions. Partir du problème et dire, voilà, on a là, dans ce domaine précis, on a un vrai gros problème. Comment on fait? La question, c'est de repasser à un système dans lequel on pense d'abord à la victime. Ah bah oui. Avant de penser aux délinquants ou aux criminels. Jean Dorido est expert en psychiatrie. Il pointe un enjeu de sécurité. Il le disait ce matin. Ce monsieur, manifestement, après 2018, a été laissé dans la nature et il n'a pas, si vous voulez, été suivi comme il faudrait le suivre, avec une prise en charge. Ce sont des personnes, si vous voulez, qu'il faut surveiller. C'est vraiment là que l'on voit que le tissu médico-social en France est une véritable peau de chagrin, parce que là où jadis, eh bien, ces personnes étaient suivies par des médecins, des CMP, des psychologues, des psychiatres, et donc, si vous voulez, les professionnels de la santé mentale, ils voient quand ça monte, si j'ose dire. Et là, aujourd'hui, ces personnes sont dans la nature, avec, encore une fois, tout ce que le délire peut produire, et c'est absolument dramatique. Voilà, Jean-Michel Fauvergue. Oui, je voulais juste dire une chose rapide. Quand j'ai commencé ma carrière de commissaire de police pas de policier, mais de commissaire de police à la préfecture de police, en commissariat de quartier, c'était dans les années 87, 88, nous avions à l'époque l'obligation de suivre les aliénés sur notre secteur de compétences. Si on avait des fiches papier, et de temps en temps, on allait rendre visite aux aliénés, prenant les précautions d'usage, pour voir où ils en étaient, s'ils étaient dangereux, etc. Ça se faisait à cette époque-là. Bon, je pense qu'à un certain moment, il faudra peut-être revenir, alors je ne dis pas sur les fiches papier, mais en tout cas à des méthodes qui sont très pragmatiques. Bon, est-ce qu'il faut être inquiet? Parce qu'on est à 10 jours des JO. Hein. Tout à fait. Mais le point qui est à souligner, c'est que c'est la question que vous posez, c'est pourquoi il n'était pas enfermé? Pourquoi il y a toujours plus de tarés dans notre société et pourquoi il n'y a pas d'enfermement, de possibilité de les enfermer? La réponse, elle est assez simple, c'est qu'en fait, les capacités hospitalières en termes de lits, en termes de psychiatrie, ont été drastiquement réduites. En 1970, il y avait 120 000 lits d'hôpitaux en psychiatrie. Or, aujourd'hui, il n'y en a plus que 50 000. Donc, où sont passés ces 70 000 lits? Donc ça, c'est le premier problème qui est soulevé. Et puis ensuite, le deuxième problème qui est soulevé, qui n'est pas sur cette affaire-là en tant que telle, mais c'est la question de la récidive. Pourquoi il y a toujours plus de délinquance dans la société? Pourquoi il y a toujours plus d'actes de violence? Et pourquoi la justice ne fait pas évoluer la réponse pénale, on va dire, pour pouvoir justement prendre en charge la société et pour pouvoir justement prévenir justement les problèmes de sécurité? On a des policiers partout. Et il y en avait partout, dire Gare de l'Est. On est à 10 jours, encore une fois, des Jeux Olympiques. Il y a des touristes, partout. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que je ne sais pas s'il faut dire l'ensauvagement de la société, cette société où on peut sortir un couteau, Gare de l'Est, n'importe où, même contre et s'en prendre directement à un militaire. Moi, alors que le monde entier nous regarde. Oui, mais moi, j'ai confiance dans la capacité de notre pays à faire en sorte que sur des périodes comme celle-ci, l'ensemble des moyens de sécurité étant mobilisés, on puisse éviter des attentats, etc. Je me dis qu'on a quand même encore un système sécuritaire, un système de renseignement qui doit être en capacité de fonctionner. Bon. Après, là on a affaire à incriblable. Mais ça, cette affaire-là, on a affaire à quelqu'un qui est un malade psychiatrique qui est dehors sans suivi. Donc, on est quand même dans un schéma différent de celui que vous évoquiez. Bon, je voulais qu'on parle de la Nouvelle-Calédonie, ça continue. Impossible de faire revenir le calme. Vous avez travaillé en Nouvelle-Calédonie. Oui, pendant 3 ans. À Nouméa. Ouais. Il y a une église qui a brûlé aujourd'hui. Ouais. Une église au cœur du Mont d'Or. L'église de Saint-Louis qui a brûlé. C'est l'église de la Mission catholique. C'est un édifice emblématique du patrimoine calédonien. Bon, quand on brûle les églises, c'est qu'on ne fait plus la différence entre le bien et le mal. C'est ce qu'a dit aujourd'hui le député de Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzorf.
Coût des violences en Nouvelle-Calédonie, 2 milliards. 2 milliards. Économie à terre, l'État incapable de faire venir la situation au cap 2 mois après le début des émeutes. Regardez ce sujet. 63 jours après le début des émeutes, les barrages et des violences persistent. L'archipel est toujours à l'arrêt. 10 morts, une économie à terre, 2 milliards d'euros de dégâts. Après 2 mois d'insurrection, l'économie de l'île s'est effondrée. 30% du capital productif est détruit. Globalement, l'économie calédonienne est aujourd'hui totalement détruite, à bout de souffle, puisque on comptabilise déjà 800 entreprises qui ont été soit détruites, soit pillées, soit impactées d'une manière directe. L'archipel de 270 000 habitants subit un chômage massif qui devrait pousser à très court terme près de 24 000 néo-calédoniens au chômage. Seul l'État français sera en mesure d'accompagner financièrement la relance de la Nouvelle-Calédonie. L'État a annoncé élargir une aide de 250 millions d'euros en faveur des entreprises calédoniennes pour les mois de mai et juin 2024. 2 milliards, 30% du capital détruit, 800 entreprises qui sont sur la paille, avec des chefs d'entreprise qui vont sans doute rentrer, parce que qu'est-ce que vous voulez faire là-dedans ? Et impossible, et le calme n'est pas revenu. Et la seule question, c'est que fait l'État ? Eh ben, l'État est incapable de refaire venir le calme en Nouvelle-Calédonie. Alors, la situation est celle-ci parce qu'il y a quand même quelqu'un qui, à l'Élysée, a décidé d'engager un projet de loi dont on voyait bien que ça n'allait pas passer. C'est quand même ça. Il y a eu donc un acte d'autorité, dans une espèce de fermeture complète de la problématique, en disant on va faire passer le texte et puis de toute façon, il n'y a rien à voir. Bon, au bout du compte, on en est là. Avec, en plus des décisions, parce que ça, je le sais, de source sûre, c'est que avant de voter ce texte, la moindre des choses eût été d'envoyer des gendarmes mobiles et des CRS massivement en Nouvelle-Calédonie pour essayer de contrôler la situation. Mais comme il y avait les Jeux Olympiques, eh bien, on n'a pas envoyé ni les militaires ni les policiers pour prévenir le début des dérapages qu'on a connus avec aujourd'hui une situation qui est absolument calamiteuse. C'est du chef ouvert. Oui, d'abord, l'économie de la Nouvelle-Calédonie a toujours été sous perfusion. Toujours. C'est pas une économie qui tourne d'elle-même, parce qu'avec 250 000 personnes sur un territoire grand comme la moitié de la Belgique c'est 11 millions de personnes, vous n'avez pas d'économie réelle. Et c'est l'État français qui fournit l'économie. Il fournit d'ailleurs... Il y a quand même des entreprises. Oui, il y a des entreprises. Il y a des hypermarchés, etc. Effectivement, il y a des entreprises locales et tout, et qui ont maintenant été ruinées de manière générale. C'est vrai aussi... Et le nickel. Oui, il y a le nickel du tourisme. Alors le nickel, oui, il y a le nickel. Le nickel, vous savez qu'il y a deux entreprises, une entreprise au sud, une entreprise au nord. Les deux entreprises ont été scindées pour pouvoir, dans les accords de Matignon, partager les richesses. Les deux entreprises aujourd'hui sont ruinées. Et pourtant le nickel on en a besoin et l'Europe en a besoin. Donc à un certain moment il faut peut-être revoir aussi ce problème de fond. Ceci étant, je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit précédemment. Ça a été bien imprudent que de lancer ce projet de loi qui est sans doute nécessaire, mais peut-être plus tard, et surtout en mettant pas les effectifs nécessaires. Je rappelle que dans les émeutes de Nouvelle-Calédonie dans les années 80, 90 morts quand même dans ces émeutes-là, dans les années 80, il y avait l'armée qui est nomadisée, c'est-à-dire qui était en train de calmer toute la brousse, parce que la Calédonie c'est un vaste pan de brousse avec deux grandes municipalités qui sont Nouméa et le Mont-d'Or. Et donc il n'y avait pas effectivement les effectifs nécessaires. Il faut donc à un certain moment mettre les effectifs nécessaires pour reprendre aussi le terrain en brousse et de faire en sorte de ramener la paix civile dans ce territoire. Écoutez, ce qui est terrible, c'est que le député de Nouvelle-Calédonie disait on ne sait pas si on va pouvoir payer les fonctionnaires toute l'année. Il y a des problèmes d'électricité, de soins, il n'y a plus un médecin. Écoutez-le. La Calédonie, elle est à terre aujourd'hui. Elle n'a jamais été aussi dépendante de la France que maintenant. On est totalement ruiné. On va diminuer le salaire des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on n'est même pas certain de pouvoir payer nos fonctionnaires jusqu'à la fin de l'année.
on peut mener aucune politique publique. L'électricité, on ne sait pas si on va pouvoir la distribuer jusqu'à la fin de l'année. Les soins ne sont plus remboursés. On perd d'ailleurs les médecins qui quittent le territoire. Donc on a un ophtalmo qui reste en Nouvelle-Calédonie. Et s'il part, on va devoir aller consulter en Australie. Donc on est clairement aujourd'hui dans un pays du tiers-monde. On est dans un pays du tiers-monde. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. La Nouvelle-Calédonie et les Outre-mer concentrent de manière XXL tous les problèmes français. Et je vais juste illustrer avec un chiffre, c'est que l'État français, comme vous l'avez dit, met sous perfusion les Outre-mer depuis des années. 47% des dépenses de l'État aujourd'hui sont des dépenses sociales. Et justement, on privilégie le social au détriment des dépenses sur les sujets régaliens. C'est pour ça que dès qu'un Outre-mer s'embrasse, c'est tout de suite les forces de l'ordre venues de métropole. On se souvient, en Guadeloupe, c'était lors des émeutes d'octobre 2023, je crois, c'était le RAID qui avait été envoyé, il me semble. Là, on a envoyé le GIGN, etc. Parce que justement, les investissements sur le régalien dans les Outre-mer sont très faibles. La difficulté que va avoir ensuite, et pourtant, et on investit dans le social, et pourtant il y a toujours autant de pauvres. C'est-à-dire que 30% de la population dans les Outre-mer est pauvre. Donc ce paradoxe-là, c'est un paradoxe qui existe aussi en France. On privilégie le social au régalien, en France métropolitaine, pardon, et les Outre-mer sont XXL. La difficulté qu'il va y avoir, notamment sur la Nouvelle-Calédonie, c'est que s'il y a toujours autant de pauvres et s'il y a toujours des investissements publics qui ne fonctionnent pas, les Néo-Calédoniens, notamment historiques, chercheront l'indépendance toujours plus, et la Nouvelle-Calédonie risque de passer sous pavillon chinois, alors que nous avons besoin de la Nouvelle-Calédonie dans notre stratégie pour l'Indo-Pacifique. Hervé Morin, juste un mot là-dessus, parce que c'est une loupe qu'on met la Nouvelle-Calédonie pour... c'est quelque chose, un modèle réduit de ce qui pourrait arriver ici. Ici même, ouais. Métropolitaine. Dans certains quartiers, dans certains territoires, on dit parfois perdu de la République. Je vous rappelle qu'on a vu l'année dernière ce qui s'est passé dans les quartiers, donc c'est pas nouveau. Ce que je crois, c'est qu'on a... on n'envoie pas l'armée. On n'envoie pas l'armée dans les quartiers. Des situations extrêmement explosives. Je cite un autre territoire dans lequel il m'est arrivé d'aller 2 ou 3 reprises, c'est par exemple Mayotte. Il est évident que la situation... Épidémie de choléra en ce moment. Et qu'on peut avoir une explosion qui soit assez comparable, pour d'autres causes bien entendu, mais qui soit assez comparable compte tenu de l'incapacité de la France à régler les problématiques mahoraises. C'est quand même très effrayant. La France n'est pas capable de régler un certain nombre de problématiques. Alors c'est quoi ? Il faut abandonner, c'est la Calédonie, il faut abandonner le Pacifique. On en revient au problème d'industrialisation. Vous avez des Outre-mer qui sont sous-industrialisés, avec une économie qui est au mieux gérée par du tourisme, ou de la distribution venue de métropoles souvent ou des pays Mais ce qui va se passer, c'est que comme partout dans ces îles du Pacifique, les anciennes colonies vont s'en aller et la Chine va venir et payer et régler toutes les factures. Non, je pense que les problèmes de chaque outre-mer est un problème spécifique. Le problème de Mayotte n'est pas identique à celui de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a un sentiment indépendantiste parce que c'est un territoire qui a été colonisé il y a fort longtemps. Néanmoins, les Calédoniens se sont prononcés par 3 référendums. C'était prévu par les accords de Paris, de Nouméa, pardon. Et ces 3 référendums ont donné non à l'indépendance de la Calédonie. Bon, partant de ce problème-là, on a eu évidemment... Le 3e a été boycotté. Le 3e a été boycotté et il a été boycotté parce que parce que ceux qui l'ont boycotté préparaient la contestation du résultat et donc n'acceptent pas le résultat. Donc on peut se poser la question de savoir si les 2 accords qui ont été signés, celui de Matignon et celui en 88, celui de Matignon et celui les accords de Paris de Nouméa et de Paris sont des accords viables qui débouchaient sur quelque chose ou tout simplement une procrastination qui fait qu'aujourd'hui on est droit dans le sujet et il va falloir trouver d'autres solutions. En tout cas, aujourd'hui on fait le constat, 10 morts, la sécurité n'est pas revenue et une église a été brûlée, vous avez vu les images et on est à 2 milliards de gaz, ce qui est incroyable et des entreprises qui ne vont pas s'en remettre. On va se quitter, vous dire au revoir dans un instant, mais vous êtes arrivé en disant « Oh, j'ai pas vu les images de Mbappé ». On va montrer les images de Mbappé quand même. À Barnabéu. Vous pouvez commenter. Supporter du PSG. Alors, regardez, ça a été une fête, 80 000 personnes dans le stade. Kylian Mbappé qui a dit « Mais c'était mon rêve de gosse, c'est mon rêve de gosse ». Et on va l'écouter dans un espagnol. Perfecto. C'est un jour incroyable pour moi.
C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Et là, d'être ici, maintenant, devant vous, ça signifie tellement. Depuis beaucoup d'années, je ressens l'amour que vous pouvez me porter de loin. Et merci d'avoir continué à me soutenir malgré tout ce qui a pu se passer. Maintenant, j'ai un autre rêve. Maintenant, mon autre rêve, c'est d'être à la hauteur de l'histoire de ce club. Je peux dire une chose, c'est que je vais donner ma vie pour ce club et cet écusson. C'était impressionnant. Hein. Je vais donner ma vie pour ce club et cet écusson. Vous pouvez acheter évidemment les maillots floqués tout de suite. Oui. Ce qui est assez extraordinaire, c'est l'ambition de ce joueur, quoi, qui a une ambition tellement totale qu'il apprend même l'espagnol pour être certain d'être parfaitement dans ce rôle et complètement. C'est une belle leçon d'ambition. Il y a pas mal qui disent qu'il donne sa vie aussi pour le PSG. Bah, il l'a fait. Il l'a fait quand même. Il l'a donné. Au moins, dans les mots. Non, c'est un. Mais il a jamais embrassé l'écusson, c'est vrai. Alors moi, je suis pas très foot, mais j'avoue que Mbappé représente pour moi quelque chose de différent que le football. Il est au-dessus de tout, mais par son mental aussi, par ses mots quelquefois. Bon, il a fait quelques erreurs quelquefois par ses mots, mais il est très câblé, ce garçon. Hein. Il est très câblé. Il est très câblé. Ah oui. Il parlait comme François Mitterrand, dites donc. Ah, il parle comme ça, François Mitterrand. Chébrand, câblé, je sais plus ce qu'il disait. Bon, merci à tous les deux. On va vous laisser, Hervé Morin, Jean-Michel Fauvergue. D'autres invités arrivent dans un instant, 100% politique. La suite dans un instant. Merci.